Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Que vous soyez avec nous à la radio, à la télé, que vous nous regardiez ou écoutiez en replay ou en podcast, merci d'être fidèle à votre rendez-vous tech quotidien. Nous sommes ici à Ajaccio, vous le savez, au Palais des Congrès à l'occasion de cette deuxième édition des Territoires d'Human. On évoque depuis le début de cette émission de la montée en puissance du très haut débit, à la fois en Corse mais aussi sur le territoire français dans sa globalité. Et on vous fait découvrir quelques startups d'ici, de Corse. Et ça va être le cas avec, j'allais dire plus qu'une start-up parce qu'elle existe depuis 1986. Alors, je ne sais pas si le CITEC est considéré encore comme une start-up. Nicolas André est avec nous. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. On va découvrir donc la CITEC dans une minute. Et puis, Jean-Pierre Voropayev est avec nous aussi. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Alors, vous êtes une start-up. Oui. Ça s'appelle Agrid. Vous en êtes le cofondateur et le président. On va parler de bâtiments connectés avec vous dans un instant. Mais pour débuter, Nicolas, depuis 1986, la CITEC existe ici en Corse. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez évolué depuis quasiment 40 ans. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de la CITEC. Écoutez, la CITEC, en effet, comme vous venez de le dire, existe depuis 1986, donc c'est quand même très ancien sur le territoire. Elle a toujours eu une place centrale dans le monde du numérique. À l'époque, c'était même la télématique. Et puis, en faisant des offres de services pour les collectivités et pour les acteurs privés. Donc télématique, informatique après. Prestataire de services et centre de données avec des data centers et même de l'informatique industrielle. Voilà, ça c'est intéressant parce que au bout d'un moment vous vous êtes dit j'ai des clients, il faut que je crée mes data centers. À quelle période vous avez créé les premiers data centers locaux, j'ai envie de dire? Alors dès le départ, il y en avait un. Pourquoi? Parce qu'on faisait des activités en régie, souvent pour les collectivités. Donc c'était des systèmes de notre temps, du style des bandes perforées, ce genre de choses. Waouh. Voilà. Mais bien entendu, ce sont des technologies qui évoluent très vite. Et puis on s'est rapidement positionné sur le domaine du cloud privé, en transformant nos établissements en véritables data centers industriels. Et puis nous en avons un historique et nous en avons construit un deuxième il y a peu de temps, ce qui fait que nous en avons un à Ajaccio, un à Bastia, de manière à avoir une redondance des infrastructures en Corse. Donc c'est un petit cloud provider, on va dire. On est d'accord? C'est exactement ça. Mais combien vous avez de capacité? Vous êtes dimensionné pour Lille. Vous ne vous occupez que des prestataires de Lille, en fait. Alors aujourd'hui, quasiment exclusivement des prestataires de l'île et du territoire, beaucoup pour le compte des collectivités, de la transformation numérique, ce genre de choses, et puis aussi pour les acteurs privés. Et puis, nous avons 2 salles d'environ 200 mètres carrés, qui aujourd'hui, avec les technologies du cloud et les phénomènes de virtualisation, sont très optimisées et qui permettent, en tout cas de mon point de vue, d'héberger la quasi-totalité de l'activité de l'île dans ces data centers. Quel intérêt pour un client corse de passer par vous au lieu d'aller chez les clients traditionnels, les OVH, les AWS, les Google, etc. Parce que là, vous vous frottez quand même à une concurrence un peu costaud quand même. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on n'est pas exactement sur le même créneau. Nous sommes un data center de proximité et c'est une véritable offre alternative qui existe et qui a d'ailleurs le vent en poupe. Je crois qu'il y en a près de 300 en France et qui permet d'avoir un service à forte valeur ajoutée, un accompagnement. On est sur ce qu'on appelle l'hébergeur infogéreur. Donc, on accompagne nos clients et on travaille de concert avec eux très souvent pour l'externalisation de leurs services informatiques ou tout ou partie de leur système d'information. D'accord. Alors, évidemment, la Corse, on en a parlé depuis le début de cette émission, accélère sur le très haut débit, avec des objectifs de couverture de quasiment 100% des foyers d'ici la fin de l'année 2024, avec évidemment... comme partout, une montée en puissance du streaming, de tous les services de cloud, etc., etc. Aujourd'hui, par exemple, à Netflix, quand il arrive en Corse, il passe pas par du stockage local, en fait. Ça part du continent et puis ça arrive directement chez le client, en fait. C'est ça? C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est le cas. Quand quelqu'un sur l'île consulte Netflix, par exemple, il va chercher ou YouTube, ou peu importe, du streaming dans des data centers mondiaux, je dirais. Demain, l'insularité fait que quand justement tous ces programmes FTTH ou la fibre chez l'habitant seront complètement déployés, les usages vont grossir et il y aura peut-être un intérêt à un moment pour ces acteurs économiquement d'avoir des infrastructures sur l'île plutôt que de consommer ce qu'on appelle de la bande passante pour aller chercher les services ailleurs dans le monde. C'est ça, parce que aujourd'hui, ni Google, ni AWS, ni Netflix, enfin tous ces gens-là, n'ont de points ici de redondance en Corse, de stockage.
À moins que vous ne le sachiez pas. À moins que je garde ça secrètement. À moins qu'il garde ça secrètement, mais bon, l'île est petite quand même. Je pense tout se sait. On le saurait. Non, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'intérêt économique, compte tenu du bassin de population que l'on représente, de maintenir ce genre d'infrastructure. Mais quoi que l'été, c'est une autre histoire. Hein. Oui, l'été, c'est une autre histoire, notamment par les réseaux mobiles. Mais de la même manière, c'est plutôt ces usages-là qui ont été développés plutôt que de stocker de la donnée en Corse. Parce qu'il faut savoir que la Corse est reliée en fait à des câbles de sous-marins, forcément, pour alimenter tout ça en très haut débit. On peut imaginer que avec la montée en puissance du streaming, un jour ces câbles non pas satureraient, mais en tout cas ce streaming, comme il prend déjà énormément de place, prendrait beaucoup de place en fait dans ces échanges. Donc ça aurait peut-être du sens de déporter tout ça au plus près du client. Mais bon, ça a du sens à plusieurs niveaux, mais puisque vous parlez des câbles, c'est vrai que ça c'est stratégique et c'est très important pour la Corse d'avoir une capillarité et une capacité d'adresser l'internet via des câbles performants. Et justement, il y a un nouveau câble là qui va atterrir, comme on dit, en Corse d'ici quelques semaines et qui va permettre d'avoir beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de performance et d'accéder à l'internet à des prix beaucoup plus compétitifs. Voilà, ça fera baisser en fait le coût de l'internet, c'est ça ? Ça va faire baisser le coût de l'internet puisque ça va nous permettre d'obtenir du transit IP à des prix européens, je dirais. Et ce câble passe par la France ou par d'autres continents, vous savez ou pas ? Oui, je sais, c'est un projet mondial, je dirais, puisqu'il vient du Moyen-Orient, il passe au large de la Sicile et il remonte. C'est le seul câble qui va passer à l'est de la Corse et il relie notamment toutes les îles, c'est-à-dire Crète, Sicile, Sardaigne, la Corse pour finir à Gênes et à Marseille. D'accord. Merci beaucoup Nicolas, donc directeur général délégué de la CITEC. Après le cloud, nous nous intéressons maintenant au bâtiment intelligent avec Agrid. Jean-Pierre, présentez-nous donc Agrid, vous en êtes le cofondateur et président. Oui, bonjour. Alors, on a un petit peu moins d'histoire que la CITEC, puisqu'on a été construit en 2019. Un petit peu plus jeune, mais bon, voilà. Un petit peu plus jeune. On vous souhaite autant de réussite et autant de longévité, j'ai envie de dire. Exactement. Alors nous, on se positionne sur un secteur qui va être le secteur effectivement du bâtiment intelligent, dans un but en fait de faire des économies d'énergie. D'accord. Donc le constat a été assez simple. On est dans une époque de transition énergétique où il faut aller très vite. Donc à ce moment-là, il y a pour les bâtiments, le secteur qui nous intéresse, deux grandes stratégies. Une stratégie plutôt traditionnelle basée effectivement sur la rénovation des bâtiments. Donc tout ce qui est bâti et efficacité des systèmes, c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'on ne critique absolument pas, qu'on soutient tout à fait. Par contre, pour aller plus vite, on propose également une stratégie qui est complémentaire, qui est de dire le bâtiment est ce qu'il est, ces systèmes sont ce qu'ils sont. Par contre, il faut utiliser le tout au mieux pour qu'il n'y ait aucun gaspillage d'énergie. Donc une vision tout à fait logicielle qui, en complément de l'approche traditionnelle, permet d'aller extrêmement plus vite, souvent sans investissement, voire très peu, avec des ressources d'investissement qui sont Donc vous énormes. vous pluguez en quelque sorte aux équipements existants, vous allez récupérer de la data, c'est ça ? Exactement. Alors c'est toute une approche qui a été brevetée. On vient effectivement pour l'instant se pluguer à un poste de consommation qui est le plus important dans les bâtiments, qui est le poste de chauffage climatisation. On peut en parler aujourd'hui, il fait très chaud. On en sait quelque chose. Donc on va relier ça finalement à notre serveur. On met un serveur dans les bâtiments qui va effectivement, pendant le premier mois d'installation du bâtiment, observer le bâtiment, donc enregistrer toute la donnée qui circule dans ces systèmes, que ce soit les états, les températures qui sont demandées, les modes, est-ce que je suis en chaud, en froid, donc énormément de données qui circulent. Et pendant ce mois-là, nous allons calibrer des modèles thermiques que nous avons développés en interne pour comprendre comment le bâtiment se comporte thermiquement. Voilà, pendant un mois, on apprend du fonctionnement du bâtiment. Vous récupérez de la data, donc vous apprenez du bâtiment. Exactement. Et on se sert, à l'issue de ce mois-là, de toute cette connaissance qu'on a de chaque zone du bâtiment pour prendre des bonnes décisions au bon moment, dans le but de faire diminuer les consommations d'énergie, effectivement, sans impacter le confort des occupants du bâtiment. Donc c'est vraiment la chasse au gaspillage d'énergie et qui mène à des économies d'énergie qui sont colossales et qui sont tout à fait comparables à la première approche traditionnelle que je mentionnais, puisqu'on a pour l'instant, en tout cas, on gère près d'une cinquantaine de sites tertiaires et en forte augmentation. On n'a jamais fait moins de 20% de gains sur la facture totale en ne pilotant que le poste de chauffage climatisation. Voilà. Ouais, d'accord. Donc c'est bon pour la planète et c'est bon pour le portefeuille aussi de toutes ces sociétés finalement.
Alors effectivement, le sujet devient de plus en plus mature chez tous nos interlocuteurs, Ouais. que ça soit des propriétaires indépendants de bâtiments tertiaires ou des grands groupes. D'accord. Notamment, voilà, on discute avec des très gros groupes hôteliers. Et il y a 3 raisons qui peuvent les pousser à prendre notre solution. Une raison énergétique, transition énergétique, RSE. Une raison économique et aussi des raisons réglementaires, puisqu'on va aider à répondre à plusieurs réglementations, dont le décret tertiaire, D'accord. qui impose à ces bâtiments des réductions drastiques d'ici 2030. Il y a un objectif à 40%. Voilà. Et un autre décret effectivement, qui nous pousse énormément, qui est le décret BACS. BACS pour Building Automation Control System, qui va imposer à tous les bâtiments tertiaires d'une certaine taille à mettre des solutions de gestion de ces systèmes-là pour justement qu'il n'y ait pas en limiter le gaspillage énergétique. Voilà. Et Nicolas, vous testez en fait Agrid, enfin plus que tester cette solution dans les bâtiments de la CITEC? Oui, c'est exact. Bon, nous, comme on a un positionnement un peu central en Corse, on essaye souvent d'accompagner les startups. Et donc, en effet, on a collaboré avec Agrid et avec Jean-Pierre, et ils ont fait des installations chez nous. Et aujourd'hui, c'est effectif. Et vous sentez déjà une baisse de la consommation énergétique? On sent la baisse, c'est immédiat. Et puis il y a des retours pour le montrer. Et on a fait des économies de l'ordre de 20-30% sur notre consommation sur les parties des bureaux. Eh bien, merci à tous les deux. Et merci donc à Jean-Pierre Voropayev, cofondateur et président d'Agrid, et Nicolas Andréi, donc directeur général délégué de la CITEC. Et vous restez avec nous. Bientôt 21h30, on va retrouver l'info éco. Et Tech & Co sera de retour ici depuis Ajaccio. À tout de suite.